Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de Rex Heuermann. Il fait parler de lui ces temps-ci. Il est soupçonné d'être le serial killer des meurtres de Gilgo Beach. Le 13 juillet 2023, il a été interpellé par la police en plein milieu de la rue dans le Midtown de Manhattan. Il se rendait à ses bureaux, il est architecte. Rex Heuermann est marié depuis 27 ans. C'est un grand gaillard de 1,90 m, il est très massif et il n'a pas résisté lors de son interpellation. Par contre, il a demandé de suite un avocat. Son avocat déclarera à la presse que son client, lors de l'annonce de ses chefs d'inculpation, Rex s'est effondré et il a pleuré toutes les larmes de son corps. Bien sûr, il plaide non coupable. Il est accusé du meurtre au premier degré sur 3 des 4 victimes attribuées au tueur en série de Gilgo Beach. Lors de l'audience de mise en accusation, Rex n'aura pas droit à une caution. Il est donc maintenu en prison, incarcéré jusqu'à son procès. Actuellement, la police fouille la maison de Rex Heuermann et de sa famille et aussi son bureau. Et il semble qu'il y ait beaucoup de choses intéressantes qui ont été découvertes. Mais n'oubliez pas que cette vidéo a pour but de s'informer, de discuter et de comprendre les faits. Alors rentrons dans la vie terrifiante de Rex Heuermann et des pauvres jeunes filles qui ont croisé son chemin. La langue de terre que forme Long Island dans l'État de New York commence du port de New York et finit à 190 km dans l'océan Atlantique. Et elle est considérée par les Américains et les New-Yorkais comme une île. Elle se divise entre Nassau County et Suffolk County. C'est un endroit agréable, bordé de plages infinies. Le calme de l'endroit n'est dérangé que par le vent incessant du large, balayant les sables, les dunes et qui fait frissonner les buissons. Au sud de Long Island, une fine bande de terre large de quelques centaines de mètres est traversée par une route. D'un côté, il y a l'immense océan et de l'autre côté, il y a un lotissement fermé au public avec de très belles maisons. Ils se définissent comme une communauté, une association, et ils se nomment The West Gilgo Beach. Les résidents qui y vivent souhaitent avant tout le calme et protéger leur intimité. Ce sont pour la plupart des retraités, et les maisons qui sont inhabitées, ce sont des maisons secondaires. Cette communauté borde la plage de Gilgo Beach et aussi de Oak Beach. Quand Shannon Gilbert ne rejoint pas sa mère et ses 2 sœurs au repas du soir comme prévu, sa mère commence à s'inquiéter. Sa fille, qui est atteinte du trouble bipolaire, est partie du New Jersey pour s'installer seule à New York. Elle essaye tant bien que mal de suivre des cours en soins infirmiers. Et en même temps, pour boucler les fins de mois, elle est escorte. Elle essaye de joindre sa fille par téléphone, mais elle ne répond pas. Le 1er mai 2010, elle appelle la police. Et elle la signale disparue. La police, eux, ont déjà entendu parler de Shannon Gilbert, la veille. Il y a eu un appel passé au 911. Shannon Gilbert, qui travaillait comme escorte et plus, avait un site sur Craigslist. Et quand elle avait des clients, elle faisait appel à un chauffeur. Un chauffeur qui la menait de chez elle, chez le client, et surtout qui restait là à attendre pour être sûr que rien ne lui arrive. En fait, pour sa sécurité. Elle faisait toujours appel au même chauffeur quand elle pouvait et ce soir-là, c'était Michael Pack. Vers 1 h du matin, le 1er mai, Shannon Gilbert avait un client à West Gilgo Beach, Joseph Breyer. Elle s'y est rendue avec Michael Pack. Quand elle arrive là-bas, le chauffeur attend dans sa voiture devant la maison et elle rentre. Au bout de quelques heures, c'est le client Joseph Breyer qui va venir taper à la porte de la voiture pour expliquer que Shannon ne va pas bien. Elle a des propos bizarres. Il lui demande de venir et surtout de faire sortir Shannon Gilbert de sa maison. Quand Michael Pack rentre dans la maison et voit Shannon Gilbert, elle est terrifiée. Il s'approche d'elle mais elle ne le reconnaît pas. Elle a peur de lui et elle s'enfuit en courant de la maison. Michael Pack essaye de la rattraper, mais plus il court, et plus elle essaye de le fuir. À un moment donné, il la perd de vue. Il ne la reverra plus.
La police arrivera quelque temps après parce que Shannon était en relation avec le 911 pendant plus de 23 minutes. Et eux aussi vont la chercher partout dans les résidences et ils ne la trouveront pas. Pour la police, c'est clair. Shannon Gilbert, qui a 24 ans, qui est escorte et qui abuse de quelques substances interdites, s'est enfuie. Donc pour eux, il n'y a pas d'affaire. La mère de Shannon se battra pendant des mois pour que la police ne laisse pas tomber cette enquête. 8 mois après la disparition de Shannon, un policier de la brigade cynophile entraîne son chien sur la plage de Gilgo Beach. Quand soudain, il voit son chien marquer un endroit dans les buissons, près de la route. Là, le policier sait qu'ils ont affaire à une découverte macabre. Ensevelis sous le sable, ils vont découvrir le corps d'une femme, en fait son squelette. Et plus tard, on apprendra que c'est Melissa Barthélémy. Melissa Barthélémy est un petit bout de femme de 22 ans. Elle est toute petite. Sa famille, qui habite dans l'état de Buffalo, savait que Melissa n'était pas seulement qu'une escorte. Elle se faisait aussi appeler Very Sexy Chloé. Sa mère la décrira comme une personne extrêmement gentille, mais très naïve. La dernière fois qu'on l'a vue, le 12 juillet 2009, elle dit à une amie qu'elle doit rencontrer le soir même un client et qu'elle sera là au matin. Mais ce ne fut pas le cas. Plus personne ne l'a revue. Le 18 juillet 2009, alors que la famille de Melissa est très angoissée car ils n'ont plus de nouvelles d'elle, le téléphone sonne et c'est son numéro qui apparaît. Sa sœur va répondre. Elle est très contente à ce moment-là, enfin ils vont avoir des nouvelles. Mais au bout du fil, ce n'est pas Melissa. Non, c'est un homme qui va lui expliquer comment il a torturé, violé et tué Melissa. La police qui sera mise au courant va essayer de localiser le téléphone de Melissa Barthélémy et cela les amènera dans le Midtown de Manhattan. Mais il y a énormément de monde et de bureaux. Cet homme appellera en tout 4 fois la sœur de Melissa et à chaque fois, elle écoutera les propos cruels de cet homme pervers pour avoir des indices. À Gilgo Beach, la police continue à fouiller la plage. Ils savent que Shannon Gilbert a disparu pas loin de là, alors ils s'entêtent. Et ils font bien parce que le 13 décembre, soit 2 jours après, ils tombent sur le cadavre de Megan Waterman. Elle repose à 400 mètres du corps de Melissa Barthélémy. Megan Waterman avait 22 ans quand elle a été vue pour la dernière fois. Elle a disparu le 6 juin 2010, quelques mois avant. Megan aussi avait un autre nom. Elle se faisait appeler Sexy Lexi. Et elle travaillait aussi sur Craigslist. Les dernières images de Megan Waterman sont quand elle a été filmée à la sortie de son hôtel. Elle vivait dans un Holiday Inn à Long Island. La vidéo la montre en train de sortir de l'hôtel, il est 1h30 du matin. Juste avant, elle avait appelé son proxénète pour lui dire qu'elle sortait rencontrer un client. Il lui offrait beaucoup plus que d'habitude. C'est pour ça qu'elle décide de quitter l'hôtel. Car d'habitude, elle préférait, pour sa sécurité, travailler dans l'hôtel. Après ça, plus personne ne la reverra. Le 8 juin, sa famille est étonnée parce qu'elle n'a pas appelé. Elle n'a pas appelé pour l'anniversaire de sa petite sœur. Et ça, c'est quelque chose d'inhabituel. Ils essayent de la contacter sur son téléphone, mais elle ne répond pas. Le 8 juin, soit 2 jours après, sa famille contacte la police et la signale comme disparue. Sa famille dira qu'elle était très gentille, elle aussi, mais très influençable et qu'elle avait suivi son petit ami alors que tout le monde savait ce qu'il allait lui faire faire. Et à 400 mètres du corps de Megan Waterman, ils trouvent un autre corps. Le 13 décembre 2010, ils trouveront aussi Maureen Barnes. Maureen, qui vivait dans le Connecticut, était croupière dans un casino. Mais comme elle n'était pas seule, elle avait besoin d'arrondir ses fins de mois. Et pour cela, 2-3 jours par mois, elle partait vers New York dans un motel et grâce à son site sur Craigslist, elle était escorte. D'habitude, quand elle partait ces 2-3 jours à New York, son cousin venait toujours avec elle pour la protéger. Mais cette fois-là,
Elle décide d'y aller avec une amie. Sauf qu'au bout de 2 jours, l'amie en question doit rentrer dans le Connecticut. Et Maureen, elle a un rendez-vous le soir même avec un client qu'elle ne veut pas louper. Et c'est la dernière fois que Maureen sera vue, quand elle a dit adieu à son amie. Sa disparition sera signalée le 14 juillet 2007. Et la police pense que c'est la première victime du serial killer. Parce que c'est la seule qui est ligotée par une ceinture. Toutes les autres ont été ligotées avec du ruban adhésif. Parce que ce jour-là, la police va trouver un autre corps ligoté sur cette plage. Et c'est Amber Lynn Costello. Amber Lynn Costello est trouvée un petit peu plus loin que les 3 autres. Elle aussi, elle est ensevelie sous le sable et ligotée. C'est le dernier corps sans vie attribué pour l'instant à Rex Sherman. Amber Lynn Costello était toute petite et elle était escorte aussi. Le jour de sa disparition, le 2 septembre, à minuit 5, Amber attend son client. Mais c'est une arnaque qu'elle a concoctée avec un ami. Le client qui l'a contacté par téléphone jetable arrive et elle lui demande de payer, ce qu'il fera. À ce moment-là, le faux petit ami fait irruption dans la pièce et fait une scène. Le client, honteux, baisse la tête et part. Le faux petit ami le verra monter dans une Chevrolet Avalanche de première génération. Quelques minutes après, Amber recevra un texto qui dit « Ce n'est pas gentil ce que tu as fait, mais ça me donne un ticket gratuit pour la prochaine fois. » Le lendemain, quand elle se réveille, Amber a déjà un texto du client de la veille et il veut la voir. Il veut la voir ce soir. À 23h17 le même jour, le client la recontacte, il est devant chez elle. Le dernier souvenir qu'a son ami, c'est de voir Amber poser son téléphone portable sur la table de l'entrée. Elle lui dit qu'elle va rencontrer ce client. Plus personne ne la reverra. Le faux petit ami de Amber décrira à la police le client qu'il a vu. Pour lui, c'était un homme blanc, avec des lunettes et les cheveux noirs en bataille. Cet homme, pour lui, représentait un ogre. Il était très grand et très massif. Et surtout, ses mains étaient énormes. Et sur cette maudite plage de Gilgo Beach et de Hawk Beach, la police découvrira en tout une dizaine de corps. Cette plage avait l'allure d'un cimetière. Il trouve enterré dans le sable un homme asiatique entre 23 et 25 ans. Il n'est pas identifié. Quand il a été enterré, cet homme était habillé en femme. Quand ils continuent un petit peu plus sur la plage de Gilgo Beach, ils arrivent à Hawk Beach, ils découvrent les mains et la tête de Jessica Taylor. Le torse de Jessica Taylor, 20 ans, avait été retrouvé quelques années plus tôt dans la ville de Manorville, toujours à Long Island. Tout comme Jane Doe 6, qui est enterré un petit peu plus loin. Une partie de son squelette avait été retrouvée à Manorville. À côté de Jane Doe numéro 6, il y a un enfant. L'enfant et Jane Doe numéro 6 étaient enterrés tellement proches qu'ils pensaient que c'était la mère et l'enfant. Sauf qu'avec les recherches ADN, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Et l'enfant a été identifié plus tard comme disparu à Nassau County. Parmi tous ces corps découverts en 2010, la police pense que Amber, Melissa, Maureen et Megan sont décédés des mains du même serial killer. Il y a plusieurs choses en commun, notamment les 4 femmes étaient extrêmement petites. Quand on les voyait de dos, on aurait pu croire à des ados, voire même des enfants. Les 4 femmes sont retrouvées nues et sans aucun objet personnel. Elles travaillaient toutes dans l'industrie du sexe. Le client avec qui elles ont été vues en dernier les a contactées par téléphone jetable. Les numéros ne sont pas identiques. Il faut savoir aussi que les téléphones jetables ne sont pas intraçables. La seule chose que l'on ne sait pas, c'est le nom de la personne qui le détient. Le médecin légiste aussi dira que comme similitude, il y a la façon dont elles ont été enterrées. Les 4 ont été ligotées, toutes avec du ruban adhésif, sauf Maureen avec une ceinture. 3 d'entre elles ont été recouvertes par une bâche
une bâche de camouflage, comme utilisent les chasseurs. Et aussi, il y a sur chaque victime un cheveu. Sur Meghan, il y en a 2. Donc en tout, ils ont trouvé 5 cheveux qu'ils vont faire analyser. 4 d'entre eux appartiennent à une femme dite caucasienne. Et surtout, ces 4 cheveux sont de la même femme. Mais elle n'est pas identifiée. Elle n'est pas connue dans leur base de données. Le 5e cheveu, lui, appartient à un homme. Lui aussi est un caucasien et lui aussi, il n'est pas identifié. 1 an et demi après sa disparition, Shannan Gilbert est découverte. Elle est bien sur la bande de terre de Gilgo Beach, mais elle n'est pas sur la plage. Elle est dans un marécage. Et quand on est dedans, il n'y a plus aucun point de repère, on ne voit plus rien, on ne voit que le ciel. Ce marécage qui est assez grand a été la tombe de Shannan Gilbert. L'autopsie révélera que Shannan n'a aucun traumatisme. Et pour le médecin légiste, elle est décédée de mort accidentelle. Pour lui, elle est morte due aux éléments. Elle n'a pas survécu dans ce marécage parce qu'elle n'a pas pu en sortir. Ce qui est dommage parce que ce marécage est près de l'endroit où on l'a vue pour la dernière fois. Mais je ferai une courte vidéo dans quelques jours sur la disparition de Shannan Gilbert parce que cette affaire a été extrêmement controversée. Due à un film de Netflix, la police a essayé de se justifier et ils ont mis tous les documents de l'enquête publics. Pendant les années qui suivront, il n'y aura plus d'avancée sur cette enquête. Jusqu'en 2022. Rodney Harrison, qui est le chef de la police de Suffolk en 2022, décide de réouvrir l'enquête. Et pour moi, un des héros de cette affaire, c'est lui. Parce qu'il n'a pas lâché le morceau et il a toujours voulu savoir la vérité. Donc quand il a été chef, il a décidé de créer une escouade pour retrouver le tueur en série de la plage de Gilgo. Elle est composée de policiers motivés et comme lui, hantés par cette affaire. Et ils vont être très bons. Ils vont accumuler beaucoup de preuves circonstancielles. On est 13 ans après. C'est sûr que des preuves directes, ce serait vraiment difficile d'en trouver. Mais comme dira l'avocat de Rex, Michael Brown, ce ne sont que des preuves circonstancielles. Il n'y a pas de preuves directes. Le procureur ne pourra pas aller bien loin. Mais revenons un peu sur Rex Werman. Il est né en 1964 et en 2010, il avait 46 ans. Il a toujours vécu sur l'île de Long Island, exactement à Massapequa Park, qui se trouve en face de la plage de Gilgo, à 30 minutes en voiture. Il vit avec sa femme Asa Erloop. Quand ils se sont rencontrés, elle avait déjà un enfant qu'il a adopté, un garçon, Christopher. Et ensemble, ils ont eu une fille qui s'appelle Victoria, qui travaille dans son cabinet d'architecte. Il a été élevé à Massapequa Park par Theo, son père, et Dolores, sa mère. Son père était ingénieur dans l'aérospatiale et il avait pour passion de créer des meubles, passion qu'il donnera par la suite à son fils. Il a aussi un frère plus vieux qui vit actuellement en Caroline du Sud. Il fera ses études à l'Institut technologique de New York, où il sera décrit comme quelqu'un de très étrange, bizarre, mais qui se tenait tranquille. Et plus tard, il créera sa propre entreprise, son cabinet d'architecte, RH, qui est prospère et qui marche très bien. Elle a des grandes marques comme Foot Locker ou Nike. On ne lui connaît pas d'amis, mais dans son travail, Rex est perçu comme quelqu'un d'arrogant, têtu, qui voulait toujours avoir raison et surtout très méticuleux, voire quasi obsessionnel, mais très bon. Et pourtant, quand ses parents sont décédés, il a racheté la maison de Massapequa Park qu'il a voulu rénover. Mais selon ses voisins, c'est un vrai capharnaüm. Et il n'a pas développé grand-chose dans cette maison. La vie de Rex Werman se résume entre sa maison de Massapequa et son bureau dans le Midtown de Manhattan. Quelquefois, il part à la chasse. Quand les détectives reprennent l'enquête en 2022, ils n'ont aucune idée de l'existence de Rex Werman et surtout, il n'y avait aucun suspect à l'époque. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils essayent de localiser tous les mouvements des téléphones jetables qui ont appelé les victimes. Mais ce n'est pas une mince affaire car 13 ans a passé et ils vont arriver à trouver beaucoup de mouvements, sauf le téléphone jetable qui a appelé Maureen Brainard Barnes.
Ils font aussi une recherche de tous les détenteurs de Chevrolet Avalanche première génération, c'est-à-dire entre 2002 et 2005. Quand ils ont l'adresse de tous les propriétaires, ils mettent en concordance avec les mouvements des téléphones jetables. Et là, apparaît un nom, Rex Wehrman. Et en plus, les téléphones jetables n'avaient été utilisés pratiquement que dans 2 endroits, à Massapequa Park et dans le Midtown de Manhattan. Ils demandent un ordre à la cour pour avoir accès aux données intimes de Rex Wehrman, c'est-à-dire sa carte de crédit, ses données bancaires, ses factures et les mouvements de son téléphone. Avec ça, ils vont voir que tous les téléphones jetables ont suivi le téléphone portable de Rex Wehrman. Ils se déplaçaient au même endroit. Les téléphones portables des victimes sont aussi analysés. Ces téléphones montrent que pour 3 d'entre elles, elles étaient proches du domicile de Rex Wehrman au moment où ils ont borné pour la dernière fois. C'était à Massapequa Park. Et pour le dernier téléphone, la 4e, elle était dans le Midtown de Manhattan. La carte American Express utilisée par Rex Wehrman à l'époque est une vraie source de bonheur pour la police. Ils s'aperçoivent que Rex, quelques jours avant les meurtres, il a toujours acheté des téléphones jetables. Donc la police demande une injonction à la cour pour prélever de l'ADN de la famille Wehrman sans leur dire, sans qu'ils ne soient mis au courant. Et ils l'ont. La première chose qu'ils font, c'est fouiller dans la poubelle de la famille Wehrman, qui est devant chez eux. Ils prennent quelques bouteilles de boissons gazeuses et amènent tout ça au laboratoire. L'ADN qui est prélevé dessus, c'est un ADN féminin, c'est le cheveu de la femme de Rex, qui concorde avec celui des cheveux féminins retrouvés sur les victimes. Par contre, il n'y a pas d'ADN de Rex. Ils décident d'enquêter sur la femme de Rex. Et ils se rendent compte qu'à chaque fois que les victimes ont disparu, elle n'était pas là. Elle était en voyage. Ou en Islande ou dans le New Jersey. À chaque fois qu'une fille disparaissait, la femme de Rex l'avait laissée seule à la maison. Début 2023, les policiers commencent à stresser. Déjà parce qu'ils se rendent compte que l'habitude d'acheter des téléphones jetables qu'il avait en 2010 ne s'est jamais arrêtée et qu'il continue à en acheter. Grâce à l'injonction, ils se rendent compte que les téléphones jetables sont utilisés pour les médias sociaux. Il est connecté, par exemple, sur Tinder, avec un faux nom, Andy Roberts. Et il découvre petit à petit d'autres comptes avec des faux noms, comme celui de Thomas Hawks, qui lui, quand on regarde les recherches qui ont été faites, sont abominables. Pour les policiers qui sont tombés sur ces recherches, ils disent que cet homme a fait preuve d'une misogynie exceptionnelle et surtout d'un extrême sadisme. L'homme qui a écrit ces propos n'a aucune empathie pour l'être humain et surtout pas pour les femmes. Sherman is a demon that walks among us. A predator that ruined families. Les recherches sous le nom de Thomas Hawks portent essentiellement sur la torture et aussi sur les enfants. Ce qui est encore plus inquiétant, si ça ne l'était pas assez, sur la famille des victimes. Sur la famille de Megan, Melissa, Amber et Maureen. Rex n'arrêtait pas de regarder ce qui se passait pour eux. Il regardait aussi comment se déroulait l'enquête. Il faisait énormément de recherches sur le serial killer de Kilko Beach. Et les policiers s'aperçoivent aussi que Thomas Hawks fait encore appel à des prostituées. Voilà les recherches de Thomas Hawks, soit Rex Wehrman. On sait que c'est lui parce qu'en plus, il a pris des selfies et il les a mis sur ses comptes. Donc la police commence à avoir peur. Ils ont peur de 2 choses. Que Rex s'aperçoive qu'il est suivi, et là qu'il fuit, qu'il change de pays. Mais aussi, ils ont surtout peur qu'il leur échappe et qu'à ce moment-là, il commette un meurtre. À midi, alors que la police le suivait discrètement, Rex Wehrman jette nonchalamment son morceau de pizza à la poubelle. Avant de rentrer dans ses bureaux, la police récupère cette précieuse pizza et le match est fait en avril 2023. La police décide de l'interpeller de suite. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de finaliser le dernier dossier, celui de Maureen Barnes. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore accusé de ce meurtre au 1er degré.
Mais selon la police, ça ne va pas tarder. D'ailleurs, selon la police, il semble que ce ne soit pas les seuls cas. Il y a quelques jours, le CSI a fouillé sa maison. Et ils ont été bien contents de l'avoir interpellé dans la rue, car chez lui, ils ont trouvé presque 200 armes à feu. Actuellement, les policiers ont saisi des téléphones jetables, des téléphones portables et 4 ordinateurs. Ils cherchent aussi des trophées. Ils ont trouvé des adresses de stockage, de hangars qu'on loue au mois, dans le New Jersey, à son nom. Ils s'aperçoivent que Rex avait une maison en Caroline du Sud, sur le terrain de son frère, et aussi que la Chevrolet Avalanche est sans doute là-bas. Ils découvrent qu'il a aussi une autre maison à Las Vegas. Ça fait beaucoup de boulot pour la police. Quand la famille de Rex va apprendre que le père est en prison et qu'il est accusé du meurtre de 4 personnes, ils vont être choqués, affligés, désemparés. Ils ne diront jamais que ce n'est pas possible, que la police s'est trompée de personne. Non. Mais la semaine dernière, sa femme a demandé le divorce. Au moment où j'achève cette vidéo, la police est submergée de travail et aussi envahie par la peur de comprendre qu'un serial killer a sévi pendant plus de 40 ans. Dans les prochains jours, je sortirai la vidéo sur Shannan Gilbert et surtout je ferai des updates pour suivre le déroulement de l'enquête des policiers, l'enquête sur Rex Wehrman. Mais ce qui me fait peur, c'est que Michael Brown, l'avocat de Rex, lui aussi est tenace et arrogant, mais surtout, il veut à tout prix faire sortir son client. Mais d'après vous, même s'il n'y a pas de preuves directes, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de preuves pour inculper cet homme à la prison à vie? Et j'aimerais bien le savoir. Donc surtout, n'oubliez pas de m'écrire des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard, à mercredi.